Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Serra, épisode 30 aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur Spotify ou sur Balado pour être les premiers à savoir quand il y a un épisode qui sort. Puis, dans le fond, c'est le podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est quoi? C'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les services accessibles à tous, les services de santé privés majoritairement. Puis aujourd'hui, on est avec Ryan Hillier, c'est ça le nom, la façon de le prononcer? Je dirais que c'est Un peu de bien tout. prononcé. Cool. Puis en fait, aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui a vraiment comme une mission très similaire à la nôtre, c'est-à-dire de rendre son service accessible à tout le monde. Puis c'est vraiment un plaisir pour moi de te rencontrer puis de te recevoir sur le podcast parce que j'ai l'impression qu'on vit des enjeux un petit peu similaires par rapport à notre mission puis par rapport à notre projet d'entreprise. Fait que j'avais envie de t'entendre un peu parler d'abord de c'est quoi ton projet pour que les gens soient au courant. Puis ensuite, juste de nous dire peut-être un petit peu c'est quoi ton cheminement dans tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Fait que, Oui, absolument. Bienvenue dans nos bureaux. Oui, merci, Ça fait c'est du super bien beau. du contact humain là, pendant la pandémie. Fait que c'est ça, en fait, Novalex est à la fois un cabinet d'avocats d'affaires et une clinique juridique pro bono. OK. Et notre modèle d'affaires assez unique est que pour chaque heure de service juridique payante qu'on va rendre à des clients d'affaires, on va donner 1 heure de service juridique gratuite à des individus au BNL et entrepreneurs en démarrage à faible revenu qui, sans nos services, n'auraient pas accès Ben ouais. à un avocat. Cool. Puis tu sais, moi la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était comme une semaine avant ou après que nous on avait passé aussi dans le journal Les Affaires. Puis une semaine après, c'était vous, je pense, ou avant, je me rappelle plus. Puis les deux, c'était des articles par Diane Bérard Oui, qui avait comparé votre modèle au Tom Shoes, là. Donc un modèle 1 pour 1 comme qu'eux ils font. Puis je trouvais ça vraiment proche de qu'est-ce que nous on fait, puis dans la même optique, là. Oui, c'est sûr que la comparaison avec Tom's, elle est facile parce qu'on vit dans un modèle de 1 pour 1. Ce dont on est très fier ici, par contre, c'est que ce sont vraiment les mêmes avocats qui rendent les services des deux côtés, Ouais. c'est-à-dire du côté payant comme le côté pro bono. OK. Donc, on tente de rendre accessible vraiment le même niveau de service haut de gamme à tout le monde, peu importe leurs moyens financiers. Tandis que souvent, les reproches qu'on va faire à un modèle d'affaires 1 pour 1, c'est que, en fait, le produit ou le service payant a une qualité beaucoup supérieure au produit qui est offert par la suite. Donc, nous, on a toujours eu comme mission de rendre accessible tous nos avocats, même ceux qui sont les plus expérimentés, les plus experts, à tous nos clients, qu'ils soient des clients à titre rémunéré ou à titre gratuit. OK. Fait que comment ça marche en fait, c'est que vous chargez un montant fixe de l'heure pour tous vos avocats, genre? Dans le fond, du côté rémunéré, comme dans un cabinet d'avocats traditionnel, tous nos avocats ont un tarif horaire donné. Par contre, cela étant dit, on travaille beaucoup aussi avec une offre forfaitaire où on fait même, en fait, c'est assez novateur, je pense, là. On offre même des abonnements mensuels là, pour les entreprises ou des OBNL qui ont quand même une bonne récurrence là, de besoins en termes de services juridiques. OK. Évidemment, en fait, le taux horaire qu'on charge du côté pro bono, c'est 0. Fait que peu importe que tu fasses affaire avec un avocat qui a 2 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience, si tu es un individu au BNL ou entrepreneur en démarrage à faible revenu, ça te coûte 0. OK. Mais est-ce que c'est géré, mettons, de façon centralisée ou chaque avocat fait, par exemple, tu sais, toi, t'es probablement celui qui a le plus d'expérience, j'imagine, dans la firme. Même pas. Okay. Non, il y a des avocats beaucoup plus expérimentés que moi ici. OK. Ben d'abord, tu sais, les personnes qui ont le plus d'expérience, est-ce qu'ils chargent, mettons, 200$, puis quand ils le redonnent, c'est comme s'ils étaient payés $200 de l'heure, genre.
Puis, ben, pas comme s'il était payé, mais Ouais. genre... Dans le fond, effectivement, tu sais, comme dans un cabinet traditionnel, plus que l'avocat aura de l'expérience ou une expertise reconnue, mais plus son tarif horaire OK. va être cher. Ouais. Mais comme je te disais, ça fait aucune différence pour un client pro bono Qui paye zéro. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est payé, mettons, 150. Là, c'est comme ça varie pour ceux qui payent. Puis c'est comme un cabinet traditionnel, c'est juste que qu'est-ce que vous faites avec les montants que vous recevez qui sont... que c'est là qu'il y a une grosse différence. Là. Tout à fait. Ce que je te dirais, par contre, c'est vraiment en termes de façon de facturer, on est un peu innovant aussi parce que traditionnellement, dans des cabinets, on va facturer juste à l'heure. Tandis qu'ici, surtout justement avec des entrepreneurs, on voit que les entrepreneurs aiment avoir une certaine prévisibilité dans leurs honoraires. Tu sais, ça devient, si tu fais ça avec un abonnement mensuel, mais ça devient dans ton budget un peu comme quand tu as à payer le loyer à chaque mois. Tu sais que ton loyer, il va être 2000 $ par mois. Ben, avec nous, on offre cette même possibilité-là où tu vas savoir que, par mois, je sais pas, c'est 1000 $ par mois ou 5000 $ par mois ou 10 000 $ par mois, dépendamment de l'ampleur de tes besoins comme entreprise. Fait que ça crée de l'accessibilité aussi pour les entrepreneurs en démarrage, c'est ça? Effectivement, parce que dans le fond, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, ton besoin juridique au moment du démarrage, puis pendant la croissance, ton besoin juridique est quand même important. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Ah, ben, on fait juste commencer là, les affaires d'avocat, on pousse ça à plus tard. » Mais en fait, c'est à ce moment-là que c'est probablement le plus important parce que tu structures ton entreprise, tu protèges dans certains cas ta propriété intellectuelle. Puis si tu attends trop longtemps, si tu n'as pas mis en place un seul contrat d'emploi, puis là, 5 ans plus tard, il y a quelque chose qui se passe, tu vas le regretter. Ce qu'on s'est dit, c'est que il y a un besoin là. Les entrepreneurs, ils haïssent ça, qu'on parte un peu le chronomètre pour voir ça fait-tu 0.2 heures ou 0.6 heures. Donc, autant que possible, on tente de leur offrir soit, comme je te disais, des abonnements mensuels ou sinon des offres forfaitaires. C'est-à-dire que si tu as à faire une convention d'actionnaire, un contrat d'emploi type et, je ne sais pas, déposer une marque de commerce, on te dit, ça va te coûter tel montant, de sorte à ce que dans ton budget, tu le débloques puis tu le prévois, plutôt que d'apprendre à la fin de ton mandat. Finalement, ça a pris 6,2 heures faire tel truc et 9,8 heures faire l'autre truc. Puis ça arrive un peu plus comme une surprise dans ce temps-là. OK, cool. Fait que c'est intéressant, je pense, pour nous comme entreprise, mais j'ai plus envie de savoir, mettons, qu'est-ce qui t'a amené là, à ce projet-là. Fait que si on recule, mettons, ton histoire un petit peu... si on peut commencer par ça, parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. Les entrevues ou les conférences que je fais, c'est rare que ça commence avec des questions sur la facturation. Fait que, c'est ça. On plonge là plus dans le passé, mais moi, à la base, je suis un avocat qui a pratiqué en grand cabinet national pendant près d'une dizaine d'années. J'étais d'abord chez McCarthy Tétrault. Et ensuite, après 5 ans, je suis passé chez Blake Castles Graydon, un autre bureau canadien national, pendant 4 ans. Et puis, en parallèle à tout ça, j'ai toujours été très impliqué là, au niveau communautaire et social. J'étais membre de conseil d'administration d'organismes à but non lucratif, sur des comités de financement pour des fondations d'hôpital. J'ai été président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, j'ai toujours eu un peu équilibré... en tout cas par le passé, là, avant que je fonde Novalec, j'ai toujours eu à trouver cet équilibre entre guillemets, ma vraie job et l'impact social que je voulais avoir dans ma communauté. Puis, je pense que c'est à travers peut-être les difficultés que j'ai rencontrées à justement équilibrer les deux, que je me suis dit, il
doit y avoir un autre modèle d'affaires qui me permet de justement intégrer le travail dans des dossiers juridiques d'envergure que j'aime beaucoup et cette espèce d'aspect tout aussi important pour moi de redonner à la société, redonner à la communauté. Et c'est là que j'ai eu l'idée du 1 pour 1, puis de partir le modèle aujourd'hui qu'on emploie chez Novalex. Et que j'ai approché celle qui est devenue mon associée, là, Sophie Tremblay. Ouais. Puis de où ça te venait, genre, cette volonté-là de redonner ou de t'impliquer? Tu sais, ça a l'air de venir de quand même loin, genre, qu'est-ce qui... Je pense que ça vient de vraiment loin. Je me fais souvent poser cette question-là, d'où ça vient. Ouais. Puis, j'ai essayé d'aller le plus loin en arrière possible pour essayer de vraiment comprendre Parfait. Où est-ce que ça a commencé à germer. Puis la réponse que j'ai trouvée, c'est que quand ma sœur et moi, on était enfants, là, jeunes, là, à un moment donné, ma mère, elle nous dit, bon, c'est important que vous compreniez qu'il y a d'autres gens que vous dans la société, puis que vous avez vraiment le privilège de pouvoir habiter dans un quartier qui est bien, puis de pouvoir déjeuner, dîner, souper tous les jours. Puis, écoute, il faut que vous choisissiez un peu une espèce d'intervention de bénévolat qui vous intéresse. Okay. Puis je vous force là, à vous impliquer. Okay. Puis ma sœur et moi, on avait choisi d'aller donner de notre temps dans des centres d'accueil là, pour des CHSLD là, centres de soins avant que ça soit à mode là. Avant que ce soit c'est ça la situation qu'on connaît aujourd'hui. Parce que tu avais des personnes, surtout âgées, qui s'y trouvaient, qui finalement n'avaient pas des visites fréquentes de leur famille, de leurs proches, puis avaient juste envie de jaser avec des gens, rencontrer des jeunes, jouer aux cartes, se faire lire des livres dans certains cas, jouer de la musique. Peu importe. Puis, on faisait pas ça toutes les semaines, mais on faisait ça nécessairement tous les mois. Là. Puis, on passait toute la journée, un dimanche, dans un de ces centres-là. On venait nous chercher à la fin. Puis, au début, j'étais enfant, là, j'haïssais ça. Là. Ah ouais, ça doit. Puis, puis, à un moment donné, ça a changé, genre, à un moment donné... Honnêtement... c'est pas parce que j'avais pas d'intérêt pour ça, mais je pense que j'étais pas nécessairement à ma place dans ce type d'intervention-là. Puis je regarde ma sœur, puis en fait, finalement, aujourd'hui, elle travaille comme conseillère politique au gouvernement de l'Ontario, justement, dans des programmes qui visent les personnes âgées et tout ça. Fait qu'elle, il a dû avoir un attachement. Pour moi, je pense l'impact que je voulais avoir, il allait être ailleurs. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, que ce soit à travers les études au secondaire ou à l'université, et ensuite dans ma carrière professionnelle, j'ai un peu trouvé, là, c'était plus quel type d'intervention communautaire ou sociale qui m'intéressait. Puis c'est là que j'ai un peu découvert ma passion pour certains aspects là, de l'impact social. Puis je pense que dans le fond, si je regarde mon parcours en termes d'impact social, c'est là que ça a débuté. Puis aujourd'hui, ça prend toute une autre forme, là, parce que c'est beaucoup plus limité au domaine juridique. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, à un moment donné, je lisais un livre, là, je pense que c'était le Dalai Lama, tu sais, qui parlait d'altruisme, ou peut-être Mathieu Ricard, là, un genre de... C'est quelqu'un qui était moine, I guess, mais genre qui disait que... La raison derrière l'altruisme n'était pas importante. L'important, c'était que les gens ils s'entraident entre eux, tu sais. Puis, mais c'est quand même pertinent de se demander, tu sais, c'est quoi nos sources de... C'est quoi nos sources qui nous poussent à vouloir être altruistes, tu sais. Puis je pense que... Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus à la mode en ce moment que ça l'était avant, tu sais.
puis qu'on trouve une certaine valorisation là-dedans. Moi, je sais que c'est pas nécessairement juste pour ça que je le fais, parce que à la base, il y avait pour moi, il y avait je pouvais pas avoir accès à mon propre service en tant qu'ostéo, genre, puis à cause de ça, ben je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens, je peux pas m'offrir mon propre service, mais genre, pour toi, je sais pas si c'est différent, genre, parce que je sais pas si j'ai l'impression, dans ce que j'entends, que tu venais quand même d'un milieu aisé, puis que c'est pour ça que, ben en tout cas, peut-être je me trompe, là, mais genre... Oui, tu te trompes, en fait. OK. Ouais, non, Parfait, ben c'est bon qu'on le clarifie, ouais. J'ai jamais manqué de rien, mais certainement, quand j'étais jeune, je venais pas d'un milieu aisé. Mon père, c'est un fils de militaire du Nouveau-Brunswick, puis qui avait pas une scène à son nom, qui a comme un peu tout bâti la vie qu'on a connue comme famille au fil des ans. Puis je pense que justement, il y avait une époque où c'était vraiment ça, là. C'était comme père de famille ou mère de famille, ton rôle dans la société, c'était de créer un meilleur avenir pour ta famille. Puis, comme modèle, pour moi, mon père, c'est quelqu'un qui n'a pas d'égal à ce niveau-là, puis il a travaillé toute sa vie pour sa famille. Puis c'est sûr et certain qu'au fil des ans, on est passé d'avoir une minuscule maison, voire un appartement quand je suis né, à aujourd'hui, bien vivre, puis justement, la famille est devenue beaucoup plus aisée. Je ne sais pas si ça a contribué à mon désir de redonner à la communauté ou peu importe, mais je pense que ce concept du père de famille ou de la mère de famille qui a comme objectif de carrière principale de rendre la vie de sa propre famille meilleure, a comme évolué vers, et évolue encore, selon moi, vers, moi, qu'est-ce que je peux faire à travers mon travail pour rendre pas juste la situation pour ma famille meilleure, mais la situation sociétale meilleure. Dans le fond, c'est comme si c'était un peu ta famille, elle s'élargit, puis ta famille devient un peu toute la nation du Québec. Puis... plus loin que ça encore. On le voit avec l'utilisation beaucoup plus accrue des technologies, qu'on devient un monde beaucoup plus uni, beaucoup plus rapproché. La personne qui habite en Australie aujourd'hui... elle était beaucoup plus accessible que cette personne-là que tu connaîtrais jamais il y a quelques décennies. Donc, pour moi, quand tu me demandes comment ça se fait que j'ai choisi un peu ce parcours-là, puis l'altruisme, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est sûr que je te cacherai pas que quand je faisais juste des services juridiques pour, entre guillemets, faire de l'argent ou aider les entreprises ou les gens qui pouvaient accéder à mes services extrêmement chers, avouons-le, je rentrais chez moi puis j'avais l'impression de faire du bon travail d'avocat pour ces gens-là, mais est-ce que j'avais aussi le sentiment d'avoir fait bénéficier tout le monde de mon expertise ou de mon éducation comme avocat? Je suis pas certain. Puis là, maintenant, quand je me couche le soir, j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir accompli quelque chose de positif dans ma journée. Puis, tu sais, je veux bien qu'on comprenne que pour moi, la situation idéale, c'est que tu n'as pas de choix à faire. Tu sais, je pense que comme avocat, puis en fait dans beaucoup d'industries, ce choix entre servir des gens moins bien nantis puis pas bien gagner ta propre vie et servir les grandes corporations puis toi-même t'enrichir beaucoup plus que les autres, ce choix-là, ça a toujours un peu été ce choix que les gens ont eu à faire. Hein? Si tu deviens avocat à l'aide juridique, les salaires sont publics. Là, ils gagnent des salaires qui sont infiniment
plus bas que ceux des avocats des grands cabinets pan-canadiens qui ont des clients qui sont des multinationales avec des chiffres d'affaires de milliards par année. Moi, je voulais créer un modèle d'affaires dans lequel on n'avait pas à faire ce choix-là, juste parce que la redistribution de la richesse qu'on fait à l'intérieur des murs de Novalex, elle est peut-être plus optimisé que ce qui se fait peut-être plus traditionnellement dans l'industrie. Parlons-en. Tu sais, comment vous faites pour ajuster comme trouver un salaire? Oui puis non. Tu sais, nous, par exemple, moi, je sais qu'on n'a pas de papier, tu sais, on n'a pas de secrétaire. Fait que tout ça, ça fait que ça amenuise le fait que, oui, tu sais, il y a une diminution de salaire comparativement à si je traitais à 120$ de l'heure. C'est inévitable, tu sais. Ouais. Sauf que quand même, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire pour calmer cette drop-là. Fait que vous, qu'est-ce que vous faites pour ça, pour optimiser, comme tu as dit? C'est sûr que là où on est capable de rentabiliser le modèle d'affaires le plus possible, c'est dans le contrôle des coûts d'exploitation. Donc, plutôt que d'avoir un bureau au 40e étage à la place du Marie, vous êtes au 3e à la place. On est au 3e étage dans un quartier d'affaires en développement. Tu sais, on est à Griffintown, oui, il y a des condos qui se construisent ici, mais c'est certainement pas comment je te dirais, un centre d'affaires traditionnel. Donc, c'est sûr que ça nous aide énormément. Mais vous n'êtes pas dans la rue non plus, là, on va s'entendre. C'est quand même beau, là, puis vous avez super... Oui, en même temps, on a commencé, Sophie et moi, il y a 4 ans, dans un bureau sur de la commune qui avait 2 bureaux fermés, un bureau qui servait de salle de photocopieuse et de bureau de notre premier employé, et une salle de conférence qui servait également de salle à dîner avec le lave-vaisselle à côté là, de la table de conférence. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est loin de où est-ce qu'on était il y a 4 ans, mais en même temps, je ne nous vois pas non plus malgré la croissance qu'on vit actuellement, je ne nous vois pas non plus dans 4 ans, à titre d'exemple, migrer vers la place Ville-Marie au 40e étage. Ça ne marcherait juste pas dans notre modèle d'affaires. Puis, en fait, une des choses qu'on voit maintenant avec la pandémie qui me réconforte dans ce choix qu'on a fait de justement couper dans les frais d'exploitation pour pouvoir générer l'impact social qu'on veut avoir, c'est que la pandémie nous démontre plus que quelconque moment auparavant que justement d'avoir des bureaux vraiment fancy, d'avoir la meilleure machine à espresso, d'avoir vraiment, tu sais, tout le tralala auquel on s'habitue quand on travaille dans les plus gros cabinets au pays. C'est vraiment, ça fait pas partie des essentiels du bonheur au travail. La machine les gens, ce qu'ils veulent, non, mais tu sais, on pense pendant longtemps que c'est ça dont on a besoin pour être heureux dans notre travail. Puis beaucoup de nos avocats, en fait, proviennent des grands cabinets ou des grandes entreprises, parce que souvent, c'est là que on reçoit une formation comme avocat qui est vraiment excellente. Là. Ça, je ne leur enlèverai pas ça. Les grands cabinets et les grandes entreprises, c'est vraiment là, des écoles incroyables pour développer des juristes. Et donc, nous, quand on recrute de ces endroits-là, c'est sûr qu'il y a un énorme choc que les gens y vivent. Hein. J'ai pu d'adjointe juste pour moi. J'ai pu, comme je dis, je travaille plus dans un bureau où c'est des riopelles sur les murs puis du marbre au plancher. J'ai plus accès à un budget de développement des affaires
énorme. Et puis, par contre, les gens voient qu'il y a un énorme sens de collégialité ici. Ils voient que toutes les ressources dont ils ont besoin pour bien travailler comme avocat sont à leur disposition. Et ils voient que nous, le secret de notre réussite auprès des clients, c'est la proximité qu'on a avec eux, que ce soit des grandes multinationales ou quelqu'un à très, très faible revenu qui a besoin d'aide devant la régie du logement. Donc, je pense que c'est de juste revoir les priorités qu'on a comme professionnel du droit, puis voir qu'est-ce qui est réellement important pour nous, puis pourquoi on est devenu avocat à la base. Je pense pas qu'il y a grand avocats, il y en a là, qui sont devenus avocats à la base pour travailler au 40e étage d'une tour. Les gens deviennent avocats pour travailler dans des dossiers stimulants, pour défendre les intérêts de la justice, pour justement avoir la chance de plaider devant les tribunaux. Tout ça, on l'offre à nos employés puis à nos avocats. C'est juste que le cadre de travail est vraiment différent d'être dans un cabinet plus traditionnel. Oui, parce qu'il doit en avoir quand même des avocats qui ils ont choisi ça après le cégep, puis un peu comme médecin ou une autre profession, comme que ça apporte un standing, mais ceux-là, vous ne devez pas les voir ici. Ou ceux qui n'ont pas eu de prise de conscience, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu dis ceux qui viennent des grands cabinets d'avocats, ça doit être par crise de sens qu'ils ont fait le transfert, là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je te dirais que il y a probablement 2 qualités qui caractérisent tous les avocats qui décident de travailler ici. D'une part, c'est vraiment des très bons avocats. Deuxièmement, ce sont tous des gens foncièrement généreux. Puis je pense que si tu n'as pas cette qualité de générosité, tu vas probablement pas graviter vers un modèle comme le nôtre. En même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi qu'il y a tant d'avocats que ça qui, à la base, quand ils sont au cégep ou quand ils sont à l'université, ils décident de devenir avocat pour le prestige ou le standing, comme tu dis. Il y en a, c'est sûr, mais tu vas avoir ça dans toutes les professions, premièrement. Clairement. Mais je pense, moi, puis peut-être que c'est naïf de ma part, je pense que tu as beaucoup d'avocats que si tu leur posais la question, tu disais quand tu es rentré en droit à 19 ans, 23 ans, 27 ans, peu importe l'âge auquel tu as commencé, tu vas leur demander pourquoi tu es devenu avocat. Tu vas en avoir énormément qui vont te dire parce que je trouvais la matière vraiment, vraiment intéressante. Puis tu vas en avoir aussi beaucoup qui vont te dire j'avais envie de faire partie d'un certain changement sociétal. Puis moi, une façon que je voyais pour le faire, c'était de bien connaître les lois et règlements qui régissent la société. Puis je pense que quand les gens, justement, pensent à notre modèle, c'est comme un genre de retour aux sources pour eux. Ils revoient, ils redécouvrent la raison primaire pour laquelle ils sont devenus avocats. Puis pour moi, c'est hyper important parce que moi, je constate souvent quand les gens arrivent ici qu'ils redécouvrent le bonheur de pratiquer comme avocat. Oui, l'aspect social quasiment, parce que c'est l'entraide à l'autre. Chaque métier quasiment est fait pour aider les autres, mais dans le vote, vous avez aussi cet aspect-là. Oui, pour moi, c'est un peu l'aspect officier de la justice, comme si tu contribues à quelque chose de plus grand que toi. Puis, en tout cas, je te dirais que c'est un des éléments qui moi, fait en sorte que tous les jours, j'ai du plaisir à être ici, parce que c'est pas juste de redonner à la communauté, mais j'ai aussi l'impression qu'on crée pour nos avocats ici, puis pour en fait tout le monde qui travaille ici, un environnement de travail où ils redécouvrent un peu pourquoi ils ont choisi le domaine du droit à la base. Puis si jamais on perdait ça, je
je serais pas content parce que c'était une des raisons, je te dirais, fondatrices pour derrière Novalex. Toi, tu dirais-tu que tu es une personne visionnaire, genre, tu sais, je t'entends parler un peu de futur, puis un peu de tes idées de grandeur et tout, fait que je pense que ce serait vraiment prétentieux. En tout cas, les gens qui se prétendent visionnaires, faut toujours y faire attention, là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que mon associée Sophie, qui est probablement la personne la plus organisée que je connaisse sur la planète, elle m'appelle toujours son futuriste. Donc, j'essaie de penser aux tendances là, qui vont affecter à la fois notre industrie, mais aussi le monde des affaires en général. J'ai décidé il y a un peu plus d'1 an d'entamer une maîtrise pour cadre à la London School of Economics. Puis ma maîtrise s'appelle, c'est une Masters in Social Business and Entrepreneurship. Et c'est vraiment un programme qui m'a amené à voir de manière beaucoup plus précise le rôle plus large que le monde des affaires, les entrepreneurs, les sociétés peuvent avoir dans la façon dont nos communautés se forment et se transforment. Et je te dirais que un des grands avantages que ce programme m'a procuré, c'est le fait de justement essayer dans la stratégie, la planification stratégique qu'on fait ici, de me projeter 2, 3, 5, 10 ans vers l'avant pour non seulement essayer de prévoir à quoi va ressembler la société dans ce temps-là, mais aussi d'un peu dicter, nous ici, si on avait le choix, la société, elle aurait l'air de quoi dans X nombre d'années. Puis quand on prend les décisions d'affaires qu'on prend ici, c'est un peu en s'inspirant de, nous, on voudrait que le monde ait l'air de quoi dans quelques années. Moi, j'ai pas le même truc que toi par rapport aux visionnaires, dans le sens que j'ai souvent dit que c'était un peu, pas mon rôle, mais tu sais, j'essayais de me mettre dans cette case-là parce que justement pour les mêmes raisons que qu'est-ce que tu viens de dire. Tu sais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est un peu les artisans des mouvements de société, comme un peu tout ce que tu essaies de dire. Puis j'écoutais une vidéo à un moment donné, puis le gars il disait, genre il parlait des artistes, tu sais, puis il disait que le rôle des artistes, c'était de dire que la vague s'en venait, mais tu sais, de la précéder de très très peu, genre, tu sais, fait que dans un sens, j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, notre rôle, c'est aussi ça, un petit peu, tu sais, c'est de précéder la vague, tu sais, puis de pas trop, parce que si on la précède de trop, il y a personne qui va embarquer dans la vague, mais faut sentir le mouvement, puis sentir qu'on peut surfer cette vague-là d'un mouvement populaire que c'est pas nécessairement tout le monde qui a conscientisé, tu sais, fait que... C'est sûr que si tous les entrepreneurs partageaient ta vision de leur rôle dans la société au sens large, je pense que l'impact des entreprises au niveau social serait beaucoup plus grand. Mais tu conviendras avec moi que je pense pas que c'est tous les chefs d'entreprise, je pense pas que c'est tous les entrepreneurs, puis loin de là, qui voient leur rôle de cette façon-là encore à ce jour. Tu as des mouvements comme le B Corp et ainsi de suite qui regroupent des leaders qui pensent de cette façon-là. Mais je pense que, en tout cas, un de mes objectifs personnels comme entrepreneur à fort impact social, c'est de justement inspirer d'autres à découvrir tout le potentiel des entreprises pour créer de l'impact social. Et je pense que ça se fait justement en faisant des podcasts comme celui-ci, en donnant des conférences, en jasant avec le monde, en parlant dans des universités, parce que c'est aussi ces gens-là qui font un choix, soit d'aller dans un domaine ou un autre, qui, peu importe où est-ce qu'ils vont s'en aller, de toujours avoir un peu ce réflexe de l'impact social, si tu as une prochaine génération que c'est comme
comment je te dirais, un prérequis de base dans ce qu'ils font, qu'il faut qu'il y ait un impact social dans le cadre de leur travail, le monde, il va changer, puis il va changer vite. Ben ouais. Nous, quand on a parti Novalex ici, on ne s'est pas dit, on veut être le cabinet qui a un modèle d'impact social. On s'est dit, on veut être le premier. On veut être le précurseur. On veut être les leaders là-dedans. Mais en fait, ce qu'on voudrait, plus que toute autre chose, c'est d'inspirer d'autres cabinets d'avocats à se dire, en fait, ça n'a pas de sens qu'il n'y ait aucun élément d'impact social d'intégrer à notre modèle d'affaires. Fait que nous, on s'est dit, en étant, du moins au Québec, là, parce qu'il y a d'autres cabinets, disons, du moins socialement responsables là, dans le monde. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va être les premiers, on va montrer l'exemple, puis sûrement aussi que ça va avoir un effet de réflexion auprès de nos compétiteurs qui vont se dire, finalement, ouais, tu sais, quand les entreprises engagent leur cabinet d'avocats, maintenant, ils commencent à penser là, aux questions de responsabilité puis d'impact social. Fait que si on veut aller les gagner, ces mandats-là, faudrait bien qu'on repense notre stratégie d'entreprise de sorte à ce qu'au centre de tout ça, il y ait une vision pour l'impact social qu'on peut avoir. C'est vraiment intéressant parce que là, on aborde un peu l'aspect marketing, tu sais, je t'ai déjà entendu dire que, puis il n'y a pas juste toi qui dis ça, là, mais tu sais, que d'être engagé socialement, ça amène une forme de d'accessibilité ou de naturalité dans le fait qu'on amène des contrats ou qu'on attire plus de clients, tu sais. Puis je pense qu'il y a des gens qui font ces choix-là en fonction des valeurs qu'ils voient qui sont fortes en arrière de l'entreprise, tu sais. Puis c'est vraiment intéressant parce que après ça, on peut se demander, tu sais, est-ce que certaines des entreprises qui sont engagées socialement, est-ce qu'ils l'ont fait parce que il y avait les valeurs ou parce qu'ils se disaient ça va m'amener plus de clients? Puis avec toi, on a eu la réponse quand tu dis, tu sais, on est les premiers, mais on veut qu'il y en ait d'autres, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est un peu ça, tu sais. Des fois, les gens, ils me disaient, est-ce que t'as pas peur de te faire voler ton idée? Tu sais, ils me disaient ça au début. Puis, la première fois, je disais, tu sais, avoir l'idée, c'est une chose, puis la faire, c'est une autre. Mais deuxièmement, je me disais, tu sais, s'il y a quelqu'un qui réussit à le faire, je vais être content, tu sais. C'est comme, l'idée, pour moi, est plus importante que le fait que ça soit moi qui l'ai démarré, genre, tu sais. Fait que j'entends ça un petit peu... C'est sûr que moi, je ne fais pas partie de ce groupe de gens qui pensent que il doit ne pas avoir de, comment je te dirais, d'arrière-pensée ou d'effet bénéfique derrière ta décision de faire de l'impact social en affaires. Que tu sois purement, un altruiste pur avec, aucun désir de profiter de l'impact social que tu fais. Ça a peut-être l'air épouvantable ce que je dis là, mais en même temps, les gens, en tout cas, les gens qui vont faire que de bonnes actions juste pour faire de bonnes actions, c'est très rare dans la société. Ouais, c'est clair. Mais ce que je te dirais comme deuxième point, par contre, c'est que si tu dis que tu fais de l'impact social, faut que tu le fasses pour vrai. Le social washing puis le greenwashing là, qu'on voit à travers le monde des affaires actuellement, parce que comme c'est hot présentement, là, tout le monde doit le faire, là, ça, je trouve ça épouvantable. Comme les gros camions diesel qu'on voit sur l'autoroute, là, c'est écrit genre éco-friendly, ça a boîte du truck 53 pieds, là, tu sais, comme genre, c'est quoi ça? C'est sûr que si tu dis que tu fais une chose puis t'en fais une autre complètement, ça, comme je te dis, je trouve ça absolument épouvantable. Mais, tu sais, si tu dis, je vais intégrer l'impact social au sein de mon modèle d'affaires, puis j'espère qu'en fait, quand je suis en train d'aller chercher des mandats, les gens vont me parler de mon modèle d'affaires un peu novateur puis bénéfique à la société. Là, tu sais, je te dis, en fait, good for you, tu sais, dans le sens que tu combines une certaine rentabilité avec un
un désir de changer les choses positivement. Parce que faut aussi se rappeler que si tu ne fais que de l'impact social, puis que, en fait, ton focus sur le développement d'affaires, la croissance financière de ton entreprise sont non existants, ben, en fait, ton entreprise, elle ne va pas durer longtemps, puis ton impact social, il va être hyper limité dans le temps, on s'entend-tu? Mm-hmm. Donc, moi, je crois beaucoup aux entreprises qui ont, tu sais, un focus à la fois sur la croissance d'affaires, profitabilité, rentabilité, etc., mais un focus tout aussi important, puis ça, c'est difficile à réaliser. Moi, je le dis, là, c'est un de nos défis quotidiens là, de vraiment faire l'équilibre entre les deux. Mais, tu sais, d'avoir comme objectif tout aussi important l'impact social à travers ton entreprise, ben, pour moi, ça fait partie des sociétés les mieux gérées. Tu sais, ça fait partie des sociétés dont la mission, elle est bien réfléchie. Tu sais, le modèle d'affaires, il est bien pensé. Parce que ça fait des entreprises qui vont durer dans le temps, puis ça fait des entreprises qui deviennent des acteurs sociétaux, tu sais, très, très positifs. Puis c'est ce que j'essaie d'accomplir avec Novalex, mais comme je te dis, c'est hyper difficile parce que tu en as toujours un qui semble prendre le bord. Ouais, quand tu t'investis à fond là, dans ta mission sociale, tu te dis « Ah, coudonc, qu'est-ce qui se passe au niveau des revenus pour le dernier trimestre? On a-tu déplacé les efforts trop vers un bord? » Ou tu as le problème inverse où, tu sais, je sais pas, tu as 2-3 mois de suite où tu as fait un travail de développement des affaires incroyable. Et là, la croissance d'affaires, elle s'accélère comme tu n'as jamais vu auparavant. Puis tu dis, écoutons, faut qu'on rattrape là, en termes du travail pro bono qu'on fait comme cabinet. Là. Puis effectivement, tu accumules une espèce de dette entre tes deux missions. Fait que c'est un équilibre très, très difficile à établir dans une entreprise. Puis pour moi, je te dis, c'est un des défis les plus importants que je rencontre comme chef d'entreprise. Ouais. C'est ultra intéressant, tu sais, comme... Puis c'est surtout qu'est-ce que tu as dit au début de cette intervention-là par rapport au fait que, tu sais, même si on a une cause sociale, ça veut pas dire qu'on est... Tu sais, je reprends les mots, là, mais ça veut pas dire qu'on est parfait, tu sais, puis je trouve ça hot qu'on soit là, tu sais, autant moi que toi, puis qu'on soit là, puis qu'on dise... Tu sais, l'important, c'est d'être authentique dans qu'est-ce que tu fais. Puis c'est pas de projeter une image que t'es pas vraiment. Mais en même temps, c'est correct, tu sais, de pas être à 100% altruiste et pur, tu sais, puis juste d'être transparent dans ça, c'est vraiment comme... Pour moi, c'est ça la base, tu sais. C'est un peu comme si on est en développement personnel, genre, puis que là, t'aurais plus le droit à l'erreur, tu sais, t'aurais plus le droit de te fâcher, t'aurais plus le droit d'avoir des émotions, mais tu sais, on est humain, puis tout ce qu'on veut, c'est faire le bien, mais en même temps, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines performantes, tu sais, roulées au quart de tour, fait qu'on a nos flaws, tu sais, on a nos défauts, puis on gère avec ça, mais quand on le fait en transparence, puis tu sais, j'imagine que les gens peuvent nous pardonner, puis c'est pour ça qu'on encourage les autres à le faire aussi. C'est comme, si tu veux te lancer en entrepreneuriat social, puis tu te dis, genre, il faudrait que je sois parfait, puis ça te crée une pression, ben je pense que faut qu'il y ait des gens qui le disent, que c'est correct de faire des erreurs puis de pas être parfait dans ça, mais au moins que tu sois authentique. Genre. Ça, je te dirais, là, je sais pas s'ils ont trouvé un nom pour ça, là, mais ça, c'est pour moi le syndrome de l'entrepreneur social. Ouais. Dès que tu commences à t'investir là-dedans, tu vois que tu peux toujours faire mieux. Tu vois que tu as l'impression que l'impact que tu as au quotidien, il est toujours pas suffisant. T'sais, il n'est jamais à la hauteur de ce que tu voudrais faire dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Tu te dis, coudonc, j'aimerais donc bien rendre des services juridiques gratuits
à tout le monde dans la province qui en a besoin. Puis là ça commence à s'accélérer dans ta tête. Puis là, tu dis, ben là, en fait, au Québec puis au Canada, c'est pas si pire que ça, là. Faudrait que je sois en mesure de donner ces services juridiques-là gratuits aux gens sur d'autres continents, là, puis à travers le monde. Puis je le fais pas aujourd'hui. Puis en fait, dans mon année, j'ai juste donné quelques milliers d'heures avec notre cabinet là, d'heures gratuites. Puis c'est pas suffisant. Puis comment ça va rendre la justice plus accessible partout dans le monde? Puis j'y arrive pas. Puis comment je vais faire? Puis là, tu sais, t'as le spin qui se passe là, dans ta tête. C'est sûr que c'est pour ça que de jaser avec d'autres entrepreneurs sociaux qui vivent cette même réalité que là, ça fait du bien parce que tu te rends compte que, en fait, le fait que tu as une contribution positive à la base fait en sorte que tu as fait un bon choix d'organiser ton aventure entrepreneuriale de cette façon-là, de placer l'impact social au cœur de tes priorités, puis qu'en fait, il y aura toujours un lendemain pour faire un petit peu mieux, puis pour aider plus de gens. Mais je te dirais que ça, c'est quelque chose de très difficile. Puis en fait, sur le même sujet, une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment aimé le fait que notre cabinet d'avocats devienne une entreprise B Corp certifiée, c'est que, tu parlais de transparence. En fait, pour devenir B Corp, il y a vraiment un audit énorme là, qui se passe, là, une vérification diligente de l'ensemble de ton organisation, qui est un genre de diagnostic là, social et environnemental qui se fait, et de gouvernance d'ailleurs. Et ça te permet de voir de façon tellement claire là où tu as des forces et des faiblesses. Puis je te donne un exemple sur nous, là. Tu sais, c'est sûr qu'à cause du modèle d'affaires qu'on a puis l'impact social qu'on génère, on a performé très, très bien en matière des indicateurs de performance sociaux. Par contre, ce qu'on découvre au moment où on se fait certifier, c'est qu'au niveau environnemental, là, on est du poche. On est-tu pas bon? Puis nous, ça nous a donné une espèce de regard extérieur, objectif, énorme sur nos pratiques environnementales, de sorte à ce que dans cette business qui est beaucoup orientée sur des questions comment je te dirais, de nature plus sociale qu'environnementale, bien, que juste dans nos pratiques internes, il y avait tellement d'améliorations qu'on pouvait avoir au niveau environnemental. Puis là, tu sais, on va se faire recertifier pour la première fois dans quelques mois. Puis, tu sais, un de nos objectifs comme entreprise, c'était de performer beaucoup mieux au niveau environnemental, même si, tu sais, au cœur de notre mission, c'est pas une mission première de l'entreprise. Fait que c'est quelque chose que je recommande énormément à tous les entrepreneurs qui ont justement cette vision, ou du moins cette sensibilité aux enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance, parce que quand tu te fais évaluer par le B-Lab, bien, ça te donne un espèce d'aperçu très, très transparent de comment tu réussis sur ces 3 plans-là. Puis comme je te dis, ça a été hyper révélateur pour nous. Fait que vous avez changé quoi, mettons, sur l'aspect environnemental? Écoute, une des choses qu'on a fait, dont je suis fier, c'est que justement, on a nommé une personne à l'interne gestionnaire, non pas juste des projets stratégiques de l'entreprise, mais également de l'impact social. Donc, elle, à travers son rôle au quotidien, ce sont des choses qu'elle regarde et qu'elle surveille et qu'elle implante dans l'entreprise comme fonction première de son emploi. Puis le fait qu'on ait pu offrir un salaire à quelqu'un qui s'occupe juste de ça, pour moi, c'est une grande fierté. Parce que ça fait rien d'autre que ça. Là. Projet stratégique et impact social. Okay. Puis c'est quelqu'un qui apprend avec nous à devenir experte en la matière. Mais pour nous, c'était une façon de dire, chez nous, it's not just talk.
on fait vraiment ça au quotidien. Ben ouais. Puis, tu sais, je te dirais que quand on parle d'amélioration au niveau environnemental, c'est des petits gestes. Hein? C'est la façon dont on se déplace. C'est les fournisseurs qu'on prend comme cabinet. Maintenant, tous les produits sanitaires et tout ça, là, savon, lingettes, etc., qu'on prend comme cabinet, on les prend tous de Baleco, The Unscented Company, Annie Rouleau. Je savais que tu allais dire ça. Ben, juste parce que quand tu regardes l'empreinte environnementale que tu as, ben souvent ça part avec, tu sais, nous on dit à nos clients, ben choisissez un fournisseur responsable, coudonc. Puis là on regarde, ben où est-ce qu'on prend nos produits, tu sais, pour la salle de bain ou pour la cuisine, puis on se dit, ah ben coudonc, on n'avait même pas pensé à ça nous-mêmes. Fait que tu sais, c'est des petits gestes que tu prends qui ont un impact immense. Et puis, tu sais, je pourrais te faire la liste, mais c'est définitivement pas pour se vanter qu'on fait ça, mais parce que, en fait, quand on s'est aperçu que notre score il était tellement épouvantable, puis tu sais, je te dis, quand on se compare à d'autres B Corp, tu sais, pas la société d'entreprise. Pas une entreprise là, de pétrole. Le monde des entreprises en général. On a comme eu une espèce de malaise collectif, tu sais. On s'est dit, coudonc, on dit qu'on est non traditionnel, on dit qu'on est novateur, on dit qu'on est qu'on a un impact social fort, mais coudonc, où est-ce qu'on s'approvisionne en savon, tu sais? Maudit! Ça a créé une espèce de malaise, puis ça fait en sorte que, après quelques années à essayer de s'améliorer, moi, je suis convaincu que lorsqu'on va faire notre certification, cet élément-là ou cette catégorie de standards-là va s'être amélioré nettement. Puis, tu sais, ça t'amène comme entreprise une certaine fierté, puis ça te permet aussi, tu sais, juste auprès des employés puis des avocats qui travaillent ici, tu sais, qui disent, ah ouais, tu sais, je travaille dans une place où on fait attention à l'environnement. Puis ça a l'air de rien, mais je pense que dans la façon dont on recrute les gens, dans la façon dont on travaille avec nos employés, ça va devenir quelque chose d'hyper important au courant des prochaines années. Je pense que tu vas avoir de plus en plus d'avocats qui vont se dire, ben moi là, c'est pas juste là où je vais être payé le plus cher, c'est pas juste là où je vais travailler dans les meilleurs dossiers, mais un élément que je vais regarder aussi, c'est mon employeur, le cabinet où je roule ma bosse tous les jours, c'est quoi sa performance en matière sociale, environnementale et de normes de gouvernance. C'est dans toutes les sphères de travail, là, pour vrai. Les gens, ils cherchent du sens dans toutes les sphères. Puis... C'est là où tu passes la majorité de ta vie, tu sais. Fait que si toi, à la maison, tu es une personne hyper responsable, une personne qui, comme citoyen, a un impact énorme, puis là, tu arrives au bureau, puis ton employeur, là, il se retrouve à l'autre extrême. Tu vois une espèce de paradoxe là, dans ta vie, là. Puis tu te dis, comment ça se fait que moi, je suis capable de faire ça, mais un employeur qui a bien plus les moyens que moi s'y attarde pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'était encore une fois, quand tu parles de pourquoi on fait ça, est-ce que c'est de l'altruisme pur? Absolument pas. C'est aussi pour que je puisse aller recruter les meilleurs avocats. C'est comme un... Je dirais pas un cercle vicieux parce que c'est une bonne chose, là, mais c'est t'as quelque chose de circulaire là, qui se passe. Puis, un cercle potentialisateur, je pense que ça pourrait être mieux. C'est cool ça. Puis là, mettons que 4 ans plus tard, vous êtes combien dans la boîte? Là? Puis c'est quoi les statistiques, combien d'heures ou tout ça? Je sais pas si t'as ça sur tes doigts, là, mais genre... Sous la main comme ça, non. Je peux te dire qu'on donne quelques milliers d'heures pro bono par année maintenant, ce qui pour nous est vraiment quelque chose de cool. Là, parce que quand tu penses qu'au départ, comment ça marchait, c'est que tu avais moi puis Sophie. Puis quand il y en avait un qui travaillait sur le côté affaires, il y avait l'autre qui travaillait sur le côté pro bono. Puis là, quand l'autre avait un dossier d'affaires, ben là, l'autre changeait vers le pro bono un peu. Là. C'était beaucoup plus facile à compiler. Puis deux, c'était
comment je te dirais, tu voyais cette espèce d'équation vraiment parfaite là, entre les deux en tout temps. Là. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est 17 avocats. On a, je crois, 8 ou 9 autres employés qui sont soit des gestionnaires en finance et administration, projets stratégiques et impact social, comme je disais, mais aussi un parajuriste, des adjoints juridiques et administratifs, des étudiants en droit. Donc, on était à la base une toute petite équipe, puis aujourd'hui, on devient une moyenne équipe, là, dans le sens que ça commence à faire beaucoup plus de gens à gérer. C'est surtout qu'en ce temps de COVID aussi, la gestion à distance, ça complexifie les affaires. Mais je peux te dire que pour moi, cette croissance qu'on vit, puis le modèle qu'on a choisi, il a pris tout son sens au mois de mars. Là, quand on a vu que tu allais avoir tellement d'individus puis d'organisations qui allaient être affectés là, par la COVID, là, que de toutes les façons imaginables, on s'est dit « Oh mon Dieu, le nombre de questions juridiques là, que ça soulève, c'est impressionnant. » À cause du modèle d'affaires qu'on a, on a eu la chance de mettre en place pendant à peu près 1 mois et demi une ligne téléphonique pour des conseils juridiques gratuits pendant la COVID. Wow. Puis tu sais, si on n'avait pas le modèle qu'on avait, ça aurait été comme une espèce de projet à part qu'on aurait eu à implanter parce qu'on y avait pensé, puis peu importe. Puis en fait, le fait qu'on est toujours en train de réfléchir à de l'impact social puis à notre service pro bono, ça faisait que c'est comme si on a senti que c'était comme notre rôle dans la société de monter notre jeu en matière de pro bono d'un cran. La société avait besoin d'avocats qui allaient prêter main forte. Puis quand je regarde les initiatives du barreau qui ont fait quelque chose de semblable, puis de beaucoup plus grand, là, étant donné qu'ils ont... Plus de moyens, oui. Plus de moyens, puis plus de membres. Plus grosse armée, ils ont des milliers d'avocats. C'est là que je me suis dit, écoute, comme profession, on a... ça m'a comme rappelé que, comme profession, on a vraiment un rôle à jouer dans la société qui est beaucoup plus large que juste charger notre temps dans des dossiers d'affaires. Ouais. Puis, alors que, l'activité économique a baissé, pendant quelques mois, nous, on s'est dit, justement, ça va être un moment pour s'investir encore davantage dans notre mission sociale qui est de rendre les services juridiques accessibles à tous. Puis ça a comme bien tombé. Fait que ça m'a comme un peu rassuré sur le modèle qu'on a choisi. Il reste encore à être peaufiné. Je vois encore, puis ça pourrait être un podcast complet tout seul. Là, quel est le meilleur modèle d'affaires pour générer à la fois une rentabilité d'affaires et le meilleur impact social possible. Je vois encore beaucoup d'inconvénients au modèle 1 pour 1. Je trouve que c'est un modèle qui est très bien aussi. Mais je pense que ça va être un de nos grands défis au courant des prochaines années. Là. C'est de voir comment on perfectionne ce modèle d'affaires-là, puis comment on réussisse à ne pas vivre l'espèce de mission drift là, que peuvent vivre les entreprises à fort impact social avec la croissance. Là. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est un peu le portrait actuel, puis comment je te dirais, un aperçu des prochaines étapes et des prochains défis. Parce que c'est quelque chose, le croître, quand tu es une entreprise qui a ces deux volets très distincts, mais très interreliés. C'est vraiment hot parce que à chaque fois que tu parles puis que tu fais une intervention, dans la même intervention, il y a genre 5 portes que genre je dis, ah oui, on pourrait aller par là parce que je connecte à cette idée-là, celle-là, puis mais on va manquer de temps, puis peut-être qu'on fera un autre podcast éventuellement juste pour parler des défis que tu viens de parler. Mais juste avant de terminer, j'aimerais ça que tu nous parles de genre une histoire ou un truc qui t'a marqué dans l'aspect plus pro bono, puis en gardant la confidentialité, mais genre juste en ayant comme un peu un moment donné, là, c'est ça la paye aussi quand tu fais ça, là, de
de voir que ça a une influence véritable puis que ça sort des gens du trouble, là, quasiment. Là. Oui, ben écoute, je te parlerai d'un dossier dans lequel j'étais impliqué personnellement parce que je pense que mes collègues, ils parleraient De d'autres, ouais. de 100 autres histoires. Puis comme tu dis, je vais faire attention à mes mots parce qu'il y a toujours, dans le domaine où j'évolue, là, il y a toujours beaucoup ben, la notion de confidentialité est omniprésente, mais j'ai travaillé dans un dossier avec une avocate junior du cabinet où on a été approché par une fille de notre âge. Qu'on a connue un peu par personne interposée, qui a fait une demande pour des services juridiques pro bono en ligne. Cette fille-là était, jusqu'au moment où elle nous contacte, représentée par un cabinet d'avocats plus traditionnel, puis se faisait charger des gros honoraires juridiques dans le cadre d'un litige civil contre son beau-père suivant plusieurs incidents d'agression sexuelle alors qu'elle elle était jeune adolescente. Et puis, elle était impliquée à la fois dans le processus criminel impliquant son beau-père, mais également dans un dossier de litige au civil. Et puis, on a accepté sa demande de service pro bono pour l'accompagner, elle, comme témoin ou comme plaignante des agissements de son beau-père dans le processus criminel, mais aussi pour la représenter au dossier de la Cour dans le litige civil. Puis on l'a accompagné jusqu'au bout, jusqu'à la condamnation au criminel de son beau-père et jusqu'à la négociation d'un règlement monétaire qu'elle considérait raisonnable au civil. Puis je peux te dire, quand tout était terminé, cette fille-là, dont la vie a été détruite par des agissements de quelqu'un qui se trouvait en position d'autorité par rapport à elle, quand ce dossier a clôturé, je m'en souviendrai toujours, les trois, on s'est donné un espèce de gros hug qui a duré, je sais pas, probablement 3-4 minutes. Là. Wow. Personne ne disait rien, puis j'ai jamais vécu un moment comme ça, comme avocat, ni avant ça, ni après, ni depuis. Puis moi, écoute, ça a apporté tout le sens à ce qu'on fait comme cabinet. Puis tu sais, je me suis rendu compte que c'est une histoire que moi j'ai vécue un jour de la semaine, mais qu'il y a probablement d'autres avocats de notre cabinet qui vivent des moments comme ça tous les jours, tu sais, puis de pouvoir aider cette personne-là à se reconstruire une vie, puis à tranquillement passer à autre chose, ben pour moi, comme tu dis, c'est hyper payant, c'est ça. même si on ne verse pas $1 d'honoraire. Ouais. Parce que ça doit être des centaines d'heures, pareil, là, que vous avez passé là-dedans, j'imagine. C'est sûr. Puis, tu sais, je te dis, j'étais impliqué dans le dossier, mais l'avocate junior en litige ici qui a vraiment mené le dossier sous ma supervision, elle a investi un nombre d'heures inquantifiable dans le dossier. Puis, la satisfaction là, que tu ressens de voir quelqu'un, je sais pas, trouver le courage de passer à travers un processus comme ça, ça vaut de l'or. Puis, parce que tu sais, c'est intimidant, aller à la cour. Là. C'est intimidant de témoigner. Clair, imagine dans un contexte où tu témoignes contre quelqu'un qui était à ce point proche de toi. Ouf, ouais, tu sais, j'imagine que c'est lourd, parce que juste d'en parler ouvertement, ça doit être déjà ultra difficile, mais en plus d'aller comme, tu sais, dévoiler tous les détails de fond en comble, ça doit être, puis je te dirais que terrible. Dans des contextes comme ça, parfois c'est même pas l'expertise juridique que tu apportes qui est l'aspect le plus important. C'est le fait de juste lui tenir la main qui fait toute la différence. C'est le savoir-être, là.
Tabarouette, on va être obligé de finir ça de même. C'est des grosses émotions, on dirait C'est qu'à la positif, fin, c'est positif. c'est hot, là. Ouais, c'est vraiment hot, là. Fait que, ben, félicitations pour ça. Puis, je souhaite de tout cœur de vous voir prendre encore plus votre envol que vous l'avez déjà pris. Puis, que ça fasse des petits, puis tout ça. Puis Félicitations à toi aussi. Ouais, merci. J'aime beaucoup ce que tu fais. Yeah, cool. Ben, bonne journée à toi, puis à la prochaine. Merci. Bye.